Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. Le président bissau-guinéen en visite en Côte d'Ivoire a eu un tête-à-tête aujourd'hui avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara au cœur de l'entretien, la sortie de crise en Guinée-Bissau. Hier, c'était la fête du travail. Nous reviendrons sur le discours du président de la République. Nous ferons le point de la répartition de la croissance évoquée par le chef de l'État. La Côte d'Ivoire et les Pays-Bas renforcent leur coopération. L'ambassade du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, fermée en mars 2005, a rouvert officiellement ses portes. Au Venezuela, le président Nicolás Maduro a lancé hier un processus pour une nouvelle constitution. L'opposition rejette l'initiative. Elle a appelé les Vénézuéliens à de nouvelles manifestations. Tout d'abord, prenons la direction du palais présidentiel où le chef de l'État bissau-guinéen a eu un tête-à-tête aujourd'hui avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Après Abidjan, le président José Mario Vaz va se rendre à Conakry pour une rencontre avec le président Alpha Condé qui a dirigé la médiation de la CEDEAO pour une sortie de crise en Guinée-Bissau. Le reportage de Viviane Aimé. Élu à la tête de la Guinée-Bissau en mai 2014, le président José Mario Vaz est au pouvoir depuis 3 ans. Sa visite de 24 heures en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre d'une tournée africaine qu'il a déjà menée au Congo et au Libéria. Arrivé la veille, lundi 1er mai à Abidjan, le président bissau-guinéen a été reçu tôt dans la matinée de ce mardi au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara. Au menu des échanges entre les deux chefs d'État, la situation dans la région ouest africaine et plus particulièrement la situation politique en Guinée-Bissau. L'entretien n'a rien laissé filtrer. Tout juste après sa rencontre avec le chef de l'État ivoirien, le président bissau-guinéen a quitté Abidjan pour sa prochaine destination, la Guinée-Conakry. Vous l'avez entendu au thème de sa rencontre avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Le président de la Guinée-Bissau a quitté Abidjan donc pour Conakry. Il a été raccompagné par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan et le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le président de Guinée-Bissau va ainsi achever sa tournée régionale à Conakry où il devrait rencontrer son homologue guinéen Alpha Condé, également président en exercice de l'Union africaine. Je vous propose maintenant de nous pencher sur le discours du président de la République prononcé hier à l'occasion de la fête du travail. Le président Alassane Ouattara a salué la contribution des travailleurs au développement de la Côte d'Ivoire. Il a aussi fait le point de la redistribution des fruits de la croissance. Voyons cet aspect de l'intervention du chef de l'État avec Awa Touré. Aux travailleurs de tous les horizons, de toutes les couches sociales, de tous les corps de métier, le président de la République a exprimé toute sa reconnaissance et celle de la nation pour leur contribution au redressement de la Côte d'Ivoire depuis 2011. Il a salué le dur labeur et les efforts généreux des paysans qui ont fait de la Côte d'Ivoire une réussite agricole. Les fonctionnaires qui, grâce à leur engagement, transforment la Côte d'Ivoire de jour en jour, et aussi les travailleurs du secteur privé et les hommes d'affaires qui ont contribué à l'augmentation de la richesse nationale. Grâce à l'implication de chacune et chacun d'entre vous, nous avons réussi en seulement 6 ans à changer le visage de la Côte d'Ivoire. Nous avons fourni de l'eau potable à plus de 3,5 millions de nos compatriotes en zone urbaine et rurale. Nous avons fourni de l'électricité à plus de 2000 localités à travers le pays, soit à plus de 4,5 millions de nos compatriotes. Nous avons construit et équipé plus de 25 000 classes au primaire, plus de 275 lycées et collèges pour permettre à des millions d'enfants et à leurs enseignants de travailler dans de meilleures conditions
dans le cadre de l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Nous avons réhabilité et construit des hôpitaux, des centres de santé, des CHU, des CHR. Nous avons pris en charge plus de 200 000 personnes infectées du VIH-Sida ou souffrant de l'insuffisance rénale. Nous avons démarré la phase pilote de la couverture maladie universelle avec une cible de 150 000 étudiants. La redistribution de la richesse produite est quelque chose qui me tient à cœur. Je ne suis pas socialiste, tout le monde le sait. Je suis un libéral, mais je tiens à ce que les plus défavorisés, et les travailleurs en particulier, soient les premiers bénéficiaires des résultats de la croissance économique. La commémoration de la fête du travail étant aussi un moment privilégié pour renforcer le dialogue social entre travailleurs et employeurs, mais surtout entre travailleurs et gouvernement, le président de la République a fait le point du traitement accordé aux principales doléances de 2016. En matière de financement, c'est un des points que vous avez mentionné, le financement des centrales syndicales. J'ai accédé volontiers à votre demande en autorisant le versement depuis 2016 d'une subvention annuelle de 800 millions de francs CFA. S'agissant d'une meilleure répartition des fruits de la croissance, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre le projet des filets sociaux qui permet de transférer chaque trimestre des ressources financières parmi les plus pauvres en milieu rural et urbain. En outre, en matière de lutte contre la vie chère, nous envisageons d'investir dans la construction et l'équipement de grandes zones de production vivrière. Ceci permettra d'augmenter l'offre et de réduire les prix sur les marchés. Dans le secteur de la santé publique et de la protection sociale, outre la construction et la réhabilitation des structures sanitaires, environ 3 000 postes budgétaires ont été programmés en 2017 pour le recrutement du personnel soignant. En ce qui concerne la décision de libéraliser le secteur de l'électricité, les études préliminaires, selon le chef de l'État, sont avancées et devraient déboucher d'ici à la fin de l'année sur l'élaboration d'une feuille de route. Et le président Alassane Ouattara a indiqué que le prix de l'électricité n'a pas augmenté en 2016 et qu'il en sera de même pour les ménages en 2017. Maintenant, que pensent les Ivoiriens du discours du président de la République prononcé hier à l'occasion de la fête du travail? Quels sont leurs avis sur les mesures prises par le chef de l'État, Alassane Ouattara? Voyons leur réaction au micro de notre reporter Ahmed Traoré. Le président a eu un discours assez rassurant envers la population. Et je crois que le premier sentiment qui se dégage, c'est un appel à l'indulgence même de toute la population. Il a parlé des salaires, il a dit que le salaire, bon, c'est bien, c'est dans ce rayon, bon, c'est ici seulement on voit le salaire en hausse. Je pense que ce discours il est très positif. Seul ce genre de discours pourrait permettre aux Ivoiriens de se réconcilier entre eux. Et je pense que ce discours augure d'un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais, pour ma part, profiter de cette occasion, demander aussi à toute la population, surtout à tous les travailleurs de Côte d'Ivoire, de retenir un sens très positif de ce discours et permettre au président de regarder avec beaucoup d'attention les différents problèmes qui lui ont été posés. Ce que j'ai retenu qui est vraiment positif, c'est par rapport aux vœux des fonctionnaires, aux doléances des fonctionnaires, aux revendications des fonctionnaires. Il y a eu plusieurs points d'accord et des acquis considérables. J'ai écouté hier le président. En tout cas, c'est bon pour la fête du travail. Il a bien parlé. J'ai aimé son discours en tout cas.
L'Association internationale des régions francophones a aussi célébré la fête du travail. Elle vient d'approuver 14 projets sur 33 proposés pour bénéficier donc de financement. Ces projets seront soumis aux structures internationales avant la phase pratique de ces projets. Une formation est initiée à l'endroit des gestionnaires des projets des collectivités de l'espace francophone. On en sait plus avec Mamadou Kwasi. En Côte d'Ivoire, comme sur l'ensemble du continent africain, les besoins des populations sont multiples et multiformes. Des préoccupations soumises parfois aux gestionnaires des collectivités. Mais ces préoccupations montées en projet ne bénéficient non plus de financement pour plusieurs raisons. Et pourtant, des fonds existent pour accompagner le développement des collectivités. Comment bénéficier du financement des fonds destinés aux collectivités? Cette problématique est au centre d'un atelier de formation dans la ville de Grand-Bassam, une initiative de l'Association internationale des régions francophones. Eh bien parce qu'il faut des fonds pour développer les territoires. On s'est rendu compte qu'il y avait des fonds qui étaient disponibles, notamment auprès de l'Europe, auprès d'autres bailleurs de fonds. De l'autre côté, il y avait des projets qui étaient en cours, qui manquaient de fonds. Et on s'est dit que ce serait peut-être bien de pouvoir faire coïncider les deux. Le ministre Jano Aossou Kouadio, président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, RDCI, invite les collectivités territoriales de Côte d'Ivoire à s'investir davantage dans le montage de projets afin de bénéficier de financements. Que de créer les conditions des personnes qui ne peuvent plus aller dans l'école classique, comment les alphabétiser, comment organiser tout cela pour les valoriser. Donc dans tous les secteurs d'activité. Ce sont 14 projets retenus sur les 33 proposés par les collectivités africaines. Au nom de ces projets retenus, celui du Conseil régional du Sud Komoué pour la formation des jeunes de cette partie de la Côte d'Ivoire. Ce projet concerne la construction d'un centre de formation agricole dans la région. Le coût du projet il est estimé autour de 600-700 millions de francs. Les participants sont issus du Sénégal, de la RDC, du Mali, du Maroc et de la Côte d'Ivoire. Et le montant des projets peut aller jusqu'à 2 milliards de francs CFA. En plus des fonds ordinaires de l'Association internationale des régions francophones, d'autres fonds existent, tout comme le Fonds vert climat pour la réalisation des projets de lutte contre le réchauffement climatique. Produire du carburant propre, voilà le défi majeur à relever par les raffineries africaines réunies à l'Assemblée générale en Afrique du Sud. L'Association des raffineurs et distributeurs africains s'est penchée sur la question et a surtout fait des propositions. Elle appelle à des investissements massifs de la part des États dans les raffineries africaines. L'enjeu étant clair, améliorer la qualité de l'air. Le reportage de Jean-Jacques Kwame. Depuis près d'une décennie, l'ARA, l'Association des raffineurs et distributeurs africains, ambitionne de produire et de distribuer du carburant propre à l'échéance 2020. Sans le carburant propre, nous pouvons avoir des problèmes de spécification, des problèmes de marché demain, mais également des problèmes de santé publique. Et il y va de l'intérêt des raffineurs et des membres de l'ARA en général de pouvoir prendre le train des carburants propres. Si les enjeux sont énormes, les moyens financiers font par contre défaut. Il faut entre 80 et 150 milliards de francs CFA d'investissement à chaque raffinerie africaine pour se doter d'une unité capable de produire du carburant sans soufre, donc moins polluant. Réunis à Cape Town, en Afrique du Sud, pour la 12e assemblée annuelle de l'ARA, les raffineurs africains appellent au secours les gouvernants du continent. En ce qui concerne l'industrie du raffinage, son avenir dépend grandement dans les décisions que les gouvernants des pays de l'Afrique subsaharienne prendront pour défendre cette industrie. On ne peut pas admettre un modèle économique où l'Afrique ne ferait qu'exporter son brut et importerait de l'extérieur ses produits raffinés. Du côté de la CIR, Société ivoirienne de raffinage, on s'active également à fournir du carburant sain aux consommateurs. Le délai de 2020 va être difficile à tenir parce qu'on est déjà en 2017 et il faut 5 ans pour faire ces investissements une fois que les financements sont trouvés. Nous serons prêts en 2025 pour les spécifications Afrique 4 qui correspondent à un passage de la teneur en soufre du gasoil à 50 ppm qui est du gasoil propre. À ce jour, seulement une dizaine de pays sur les 54 du continent africain s'est conformé aux normes d'un carburant propre.
Et l'autre action à mener, c'est la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. La lutte s'accentue. Les comités de pilotage et technique du projet CEDEAO-UE ont tenu ce matin leur 5e réunion ici à Abidjan. C'est une rencontre pour identifier les actions réussies et surtout dresser les perspectives dans la lutte contre les armes légères. La phase du projet pilote a été financée par l'Union européenne à hauteur de plus de 30 milliards de francs CFA. Explication avec Gabriel Zani. 7 pays de l'espace CEDEAO dont la Côte d'Ivoire font partie d'un projet de lutte contre la prolifération des armes légères. Un projet financé par l'Union européenne à hauteur de 35 milliards de francs CFA. Une réunion des représentants des pays bénéficiaires de ce projet s'est tenue à Abidjan. Le but, évaluer les actions menées dans les pays concernés. Au cours de cette réunion particulièrement, nous allons aborder le point concernant la sensibilisation. Vous savez qu'au cours de la sensibilisation, là-bas, on a pu recueillir des armes et on a pu noter que c'est l'une des fois où on a fait la sensibilisation, par exemple, à Grabo, et on a pu recueillir des armes où les populations étaient bien impliquées. La phase pilote du projet de lutte contre la prolifération des armes légères a été lancée en 2015-2016. La Côte d'Ivoire, qui bénéficie de cet appui au travers des activités de la Commission nationale de lutte contre les armes légères et de petit calibre, comme NATAL-PC, a produit de bons résultats selon le PNUD. Pour la Côte d'Ivoire de manière spécifique, il y a eu un certain nombre de réalisations importantes en matière de renforcement de capacité, beaucoup de dialogue pour améliorer la cohésion sociale au niveau des populations. Au moins 7200 munitions, grenades, roquettes ont été retirées de la circulation en Côte d'Ivoire, selon le PNUD. Mais la présence des groupes djihadistes dans le Sahel menace la sécurité des pays de l'Afrique de l'Ouest. Face aux nouvelles menaces induites par un extrémiste aveugle, il est évident que le résultat de vos réflexions, bien à propos d'ailleurs, soit attendu avec beaucoup d'espoir pour une sous-région sans violence armée, ou tout au moins pour la réduction de celle-ci. Les pays bénéficiaires du projet CEDEAO Union européenne ont besoin d'autres appuis car les défis sont énormes en matière de lutte contre l'insécurité. Des défis qui résultent du difficile contrôle de la criminalité transfrontalière, nourrie par la montée en puissance des sectes islamistes de la migration clandestine. On ouvre maintenant le chapitre politique de cette édition avec le RHDP. 2 cadres du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix et la démocratie, Marcel Amontano et Jean-Claude Brou, étaient en tournée à Ayamé le week-end dernier. Ils ont rencontré les populations et les chefs traditionnels. Les échanges ont porté sur la cohésion au sein des cadres du RHDP de la région. Les questions de développement ont également été abordées, nous dit Serge Kolia. Les populations d'Ayamé et des villages du canton Djandji, avec à leur tête les chefs traditionnels, se sont mobilisés pour accueillir 2 hôtes de marque. Les ministres Amontano et Jean-Claude Brou, cadres du RHDP, avaient à leur côté le député d'Ayamé, Sylvain Eimansé. Au centre de cette rencontre, le développement du Djandji, avec notamment le vœu pour les filles et fils de voir se réaliser des travaux d'infrastructure routière dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Pour les intervenants à la tribune, les localités d'Ayamé, de Bianouan et de Yaou manquent cruellement de voiries et de routes reprofilées. Tout en remerciant les 2 ministres pour leur sollicitude, le député d'Ayamé a promis se faire à l'écho de toutes ces préoccupations. Votre message est passé, je l'ai entendu et je me ferai fort, la main droite levée, de venir vous rendre compte de toutes les lois qui seront votées à l'Assemblée nationale. Le ministre Amontano a assuré les populations et les députés de toute sa disponibilité. Nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour que cette route se réalise. Cette route est déjà dans le programme national de développement. La prochaine étape, c'est de trouver le financement. Le ministre Jean-Claude Brou a pour sa part appelé à l'entente et à l'union afin de relever tous les défis qui se présentent à la région. Ce grand meeting a été précédé d'une concertation préalable avec les chefs. Ceux-ci ont tenu à rendre hommage au ministre Amontano pour les actes de cohésion et d'unité posés pendant la période des législatives en 2016.
Au RDR, on s'active pour le 3e congrès. Les travaux du pré-congrès éclaté du Rassemblement des Républicains pour la région du Tonkpi se sont déroulés à Mans. Les militants ont exposé leurs préoccupations à l'un des cadres du parti, Sidi Touré. Le reportage sur place d'Ève Bouy. À Mans, c'est l'esplanade du siège du parti situé au quartier Commerce qui a servi de cadre pour la cérémonie d'ouverture des travaux du pré-congrès de la région du Tonkpi. Travaux présidés par le ministre Sidi Touré. À l'issue des travaux en commission et de la plénière, le ministre Sidi Touré livre ses impressions. De façon transversale, les militants ont été très critiques sur la gestion du pouvoir d'État, mais en donnant des perspectives positives et constructives pour pouvoir donner une nouvelle impulsion à l'action nationale, mais surtout au niveau interne, au niveau du parti. Toutes ces questions seront débattues au cours du 3e congrès du RDR. Ici, à Abidjan, les militants du RDR étaient rassemblés dans la commune de Koumassi pour leur pré-congrès. Les travaux ont été présidés par Touré Mamadou. On en sait plus avec Michel Digri. Les militants souhaitent qu'à l'occasion du 3e congrès ordinaire, il y ait un large plébiscite autour du retour du président Ouattara pour prendre les rênes de notre parti. C'est la résolution majeure prise par les militants du RDR de Koumassi à l'issue des travaux du pré-congrès éclaté de ce parti. Les 6 commissions ont fait plusieurs propositions qui seront soumises au 3e congrès. De toutes ces résolutions, seule une n'a pu faire l'objet de consensus. Il s'agit du mode de choix des candidats aux élections locales. Pendant que certains ont opté pour des primaires, d'autres ont préconisé le consensus à la base suivi de l'arbitrage de la direction du parti. Au regard des positions tranchées, le président du pré-congrès a décidé de porter cette question devant le congrès qui est l'instance suprême du parti. Le président de l'UDPCI, Albert Mabry Touakeus, remobilise aussi ses militants à Dimbokro. En meeting dans la région du Unzi, il a témoigné sa reconnaissance aux populations pour l'avoir élu lors des dernières législatives. Charles Tatou. Albert Mabry Touakeus était en déplacement à Dimokro, capitale de la région du Unzi. Visite aux responsables locaux de son parti et rencontre des chefs traditionnels de la région. Le tout couronné par un grand rassemblement des militants et sympathisants de sa formation politique. Un meeting pour témoigner sa reconnaissance à toutes les couches sociales de Dimokro. La raison, les populations ont permis à son parti d'y avoir un député à l'issue des législatives de 2016. En la personne de Yao Séraphin, après sa victoire, le nouveau député affiche une seule préoccupation, celle de réconcilier tous les fils de Dimokro pour la paix et le redécollage de la région. En ma qualité du plus jeune parmi les autres élus, je vais les approcher. Je vais adopter une politique pour que, ensemble, nous unissons nos forces pour que Dimokro soit prospère. Nous revenons non seulement pour dire merci, mais aussi de confier au chef, à toute la population de Dimokro pour que les bénédictions continuent de l'accompagner, que les conseils ne lui fassent pas défaut. Nous sommes des produits de rassemblement et c'est dans l'union, le rassemblement et la paix que la Côte d'Ivoire prospère. Voilà Albert Mabry Touakeus qui témoigne sa reconnaissance aux populations pour avoir porté leur choix sur son parti lors des législatives. Refermons maintenant le chapitre politique de cette édition. Arrêtons-nous sur la journée mondiale de la liberté de la presse qui sera célébrée demain. En prélude à cette journée, l'Association nationale des étudiants journalistes de Côte d'Ivoire a organisé une conférence de presse. Objectif, instruire les étudiants en journalisme sur les principes du métier et leur expliquer le sens de cette journée de la liberté de la presse. Frédéric Oulaï, Patricia Omoïtia. Des esprits critiques pour des temps critiques.
Quel est le rôle des médias dans la promotion de sociétés pacifiques? C'est le thème de la conférence de presse qui a réuni des étudiants en journalisme et les professionnels des médias. À travers ce thème, les étudiants en journalisme ont été instruits par 2 journalistes professionnels. Goré Biyue, président de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, et Marceline Yeprous, journaliste à Fraternité Matin et Super Ebony. La déontologie de la pratique du journalisme leur a été expliquée. Notre métier a des règles. Nous avons un code de déontologie. Il faut chercher à respecter les règles. Ce n'est pas parce qu'on est journaliste et qu'on réclame la liberté qu'il faut défier les lois. La conférence m'a permis de savoir que la liberté de la presse permettait aux journalistes de participer aussi à l'avenir d'une société qui a besoin de presse pour pouvoir atteindre certaines hauteurs. Si la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse est pour les journalistes le lieu de défendre l'indépendance des médias, de rendre hommage aux journalistes ayant perdu la vie dans l'exercice de leur métier, il en est de même pour les étudiants en journalisme parce qu'ils constituent la relève de demain. Le CITA, Salon international du tourisme d'Abidjan, a refermé ses portes hier après 4 jours d'exposition. Le salon a enregistré plus de 40 000 visiteurs selon les organisateurs. 10 pays étaient présents. On en sait plus avec Patricia Omouetia. Je voudrais procéder à la clôture du salon. Le Salon international du tourisme d'Abidjan a ainsi fermé ses portes. Les ministres de la Culture et du Tourisme ont visité les stands du salon pour féliciter et encourager les exposants au cours de cette journée de clôture. Faire en sorte que l'édition à venir soit encore meilleure et donc il nous reviendra de tirer toutes les leçons en vue d'améliorer et parfaire notre démarche pour l'édition à venir. Mais pour l'heure, nous disons félicitations au commissaire général. Je voudrais remercier et féliciter Monsieur le ministre et Côte d'Ivoire Tourisme d'avoir mis la culture au centre de ce salon, montrant ainsi que c'est par la culture que nous pouvons attirer des touristes. En entendant de faire le point par rapport au nombre de visiteurs ainsi que les chiffres officiels du salon, le sentiment le plus partagé est la satisfaction. Il est certain que ce salon a engrangé à peu près 50 000 visiteurs. C'est un exploit pour la Côte d'Ivoire qui renaît de ses cendres pour repositionner le tourisme à travers le monde et surtout à travers l'Afrique. Autre témoignage de satisfaction, les exposants. Le stand du Sud Comoé a été primé meilleur stand du CITA 2017. Nous avons les artisans de Bassa qui ont mis le cœur pour confectionner ce stand. Nous avons une culture vieille qui effectivement a beaucoup de choses à montrer, d'abord à la Côte d'Ivoire et au monde. Fin de l'acte 7 du Salon international du tourisme d'Abidjan. Plusieurs pays représentés, plus de 40 000 visiteurs. Le CITA 2017 a affiché complet 4 jours durant. Une aubaine pour l'essor économique de notre pays. Et le rideau est aussi tombé sur le festival des musiques urbaines d'Anoumabo. La clôture de la 10e édition du FEMIA a eu lieu ce dimanche à Adiaké. C'est le premier FEMIA délocalisé à l'intérieur du pays. Et la Côte d'Ivoire ainsi que les Pays-Bas renforcent leur coopération. L'ambassade du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, fermée depuis 10 ans, a rouvert officiellement ses portes. Massokone Aboussanogo. La Côte d'Ivoire et le Royaume des Pays-Bas raffermissent leurs liens d'amitié et de coopération. Des coopérations tissées dans différents domaines tels que l'industrie, le commerce, les énergies, la construction et l'agriculture. En 2009 et 2013, la balance commerciale était largement excédentaire pour la Côte d'Ivoire, avec un solde commercial maximum de 798 milliards 141 millions de francs CFA. L'analyse du volume total des échanges commerciaux durant la période 2008 à 2014 indique que les exportations de cacao et autres produits agricoles vers les Pays-Bas évaluent de 514 à 770 millions d'euros. Tous ces chiffres montrent bien que les Pays-Bas constituent pour nous un partenaire important.
Après un moment d'absence en terre ivoirienne, les Pays-Bas veulent profiter du redécollage de la Côte d'Ivoire à travers la réouverture de son ambassade à Abidjan. Un retour qui devrait permettre d'améliorer les partenariats économiques entre les deux pays. La quasi-totalité des exportations de fèves de cacao ont pour destination le port d'Amsterdam, avant d'être ensuite acheminées dans toute l'Europe. Les Pays-Bas soutiennent la candidature de la Côte d'Ivoire pour une siège non permanente dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume des Pays-Bas existent depuis 1961. Peu présent en termes de ressortissants en Côte d'Ivoire, ce pays de 17 millions d'habitants compte d'importantes multinationales en Côte d'Ivoire qui contribuent au PIB national. Les Pays-Bas sont un royaume de 41 000 km², monarchie parlementaire, et ils sont situés entre l'Allemagne, la Belgique et la mer du Nord. Ailleurs au Venezuela, le président Nicolás Maduro a lancé hier un processus pour une nouvelle constitution. L'opposition, elle, rejette l'initiative. Elle a appelé donc les Vénézuéliens à de nouvelles manifestations. L'opposition qui demande toujours l'organisation d'élections anticipées. Voilà, c'est la fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Ne décrochez pas, le programme continue sur RTI 1.